Je suis ravi d'être avec vous et parmi vous aujourd'hui. Je suis un entrepreneur, ça me décrit pas mal, et un entrepreneur qui a connu une crise très tôt, dès 95, quand j'ai créé ma boîte. J'ai eu les grèves de novembre-décembre 95. Mais je pense que dans toute crise, il y a un danger, celui de disparaître, mais une énorme opportunité. L'entrepreneur, c'est celui qui voit toujours les opportunités. Alors, mon chemin a basculé, à vrai dire, quand en 2008, j'ai appris la faillite d'une des grandes entreprises françaises qui était la Camif. Qui est-ce qui connaît la Camif dans la salle ? Bon, il y a quelques mains. En France, c'est un peu plus connu. C'était la troisième entreprise de vente par correspondance. C'était une coopérative qui avait été créée par des instituteurs en 1947 qui s'étaient regroupés après-guerre pour se rééquiper. Cette coopérative s'est développée sur un modèle de vente par correspondance. Et puis, comme la vente par correspondance avait un peu du plomb dans l'aile, en 2008, elle fait faillite. Probablement aussi parce que cette entreprise pensait ou se pensait probablement immortelle. Bien, l'arrivée d'Internet, puis pas mal d'erreurs ont bousculé le modèle. Et moi, j'ai appris un peu comme tout le monde cette faillite, et j'étais convaincu que cette belle marque qui bénéficiait d'un attachement très singulier des clients, qui étaient également actionnaires, eh bien, elle avait quelque chose à dire et qu'il fallait la relancer. Donc le sens de la relance, ça me parle beaucoup parce que c'est une question que je me suis posée en 2009. Et puis j'ai eu la chance d'avoir ma femme qui a accepté de quitter Paris pour aller nous installer à Niort, berceau historique de la Camif. On peut la remercier parce que le succès d'un entrepreneur, c'est toujours celui d'un couple uni face à un projet entrepreneurial. Armelle, il faut l'applaudir parce qu'elle va regarder la vidéo. Alors, bon, il fallait très vite, j'ai compris que si on voulait avoir une chance de réussir, non seulement il fallait embarquer Armelle à Niort, mais en plus, il fallait tout mettre pour que notre projet puisse avoir un impact positif pour l'ensemble des parties prenantes qui avaient souffert de la chute de la Camif. Et donc, on a repensé le modèle pour qu'il puisse être un modèle d'impact positif, d'abord pour son territoire, à Niort, donc où on a déménagé notre siège social, on a ouvert un centre de relations clients à Niort en 2009, on a ouvert un centre logistique et on a contribué à recréer 200 emplois à Niort. Alors ça a été déterminant, pourquoi ? Parce que sans cet engagement très fort pour le territoire, sur cet enjeu social, eh bien, il n'y aurait juste tout simplement pas eu de projet. Dans la crise de 2008, il y a eu la faillite de la Camif à Niort, puis celle de Lehman Brothers, entraînée, comme tout le monde le sait, par la chute de la Camif. Partout dans le monde, la crise financière. Plus de banquiers pour financer des aventures entrepreneuriales comme les miennes. Mais si on a réussi malgré tout à boucler un tour de table avec des banques en 2008-2009, dans ce contexte très particulier, c'est parce que justement on a eu le soutien de tous les acteurs de la région, du département, qui nous ont garanti 95% de nos emprunts bancaires. C'est ce qui a rendu possible le projet. Quand vous vous retrouvez avec 200 fournisseurs qui ont tous perdu de l'argent dans une salle, à qui vous annoncez que vous relancez la Camif, ce n'était pas non plus super agréable comme moment. Mais le jour où on leur a dit, en fait, nous, on va miser sur le Made in France, sur ce qui fait vos savoir-faire, vos métiers, et c'est ça qu'on va valoriser sur le site de la Camif, alors on a eu une oreille attentive, alors on a eu l'engagement des fournisseurs. Et donc, pour oublier aucune des parties prenantes, on utilise l'acronyme de la Camif. Il est assez génial. Ça ne voulait plus dire la coopérative des adhérents aux mutuelles des instituteurs de France, mais ça voulait dire deux choses. Un, c'est à moi d'inventer le futur. En temps de crise, il faut avoir de l'imagination. Et deuxièmement, choisir d'acheter Made in France. Ça, c'était pas mal non plus. Et puis, allez, je vous donne le troisième acronyme pour oublier aucune des parties prenantes dans le projet et pour avoir une attention sincère pour chacune d'entre elles. Le C, nos clients. Le A, nos actionnaires. Le M, le monde qui entoure l'entreprise, donc son territoire. Le I, les collaborateurs, l'intérieur de l'entreprise. Et le F, les fournisseurs. Et en ayant en permanence une attention particulière sur finalement l'ensemble des parties prenantes qui font le projet, qui font le projet collectif qu'est l'entreprise, alors ça remobilise tout le monde et ça donne une énergie qui est considérable parce qu'évidemment, c'est le succès de toutes ces parties prenantes qui fait le succès de l'entreprise. Ma conviction à l'époque, c'est qu'il y avait une place pour un modèle qui prône une distribution différente, un modèle de consommation responsable, un modèle de production locale. Et le choix qu'on a fait au moment de la relance, ça a été de migrer d'abord Camif uniquement sur un site e-commerce, plus de catalogue papier, et puis de miser sur la qualité, la fabrication française et le développement durable. Ça a été au cœur de notre différenciation. Aujourd'hui, on travaille avec à peu près 150 fournisseurs, 120 français, et 78% de notre chiffre d'affaires est fait avec des fabricants français. Donc c'est faire exactement l'inverse, et ça a été le premier sens de la relance de Camif, faire pas ce qui se faisait avant, faire pas ce qui se fait sur le marché, mais faire l'inverse.
Là où des distributeurs ont été cherchés pendant de longues années, toujours plus loin, moins cher, on a fait le choix de privilégier le local, quitte à ce que ce soit plus cher parce que c'est de la qualité, de privilégier le durable, et ça, c'est au cœur de notre différenciation. Alors moi, j'avais, pendant les 2-3 premières années de la relance, c'était un chantier total. Il fallait tout revoir, l'organisation, le modèle économique, l'informatique, la logistique. C'était très complexe, il y a eu beaucoup de projets. On n'a évidemment pas travaillé de manière conventionnelle, on a travaillé de manière très collaborative. Et puis, j'étais convaincu que ce modèle, l'entreprise un peu start-up, on a fait de Camif une start-up, ça emporterait l'adhésion de tout le monde, et y compris des anciens salariés de la Camif qu'on avait recrutés, et que finalement, cette culture se diffuserait assez largement. Bon, c'était évidemment une erreur, parce que sans cesse, au bout d'un an, j'avais encore les mêmes remarques des anciens de la Camif qui me disaient « Oui, mais avant, on faisait comme ça, donc tu comprends, Emery, on va faire comme on faisait avant. » Je dis « Si vous faites ce qu'on a toujours fait avant, on va droit dans le mur. » Donc il faut réinventer notre façon de travailler, nos pratiques, nos façons de faire. Et puis je me suis rendu compte que malgré l'open space dans lequel on était installé, alors qu'avant c'était un grand bâtiment stalinien avec des bureaux cloisonnés, de la moquette au mur et la direction dans les étages supérieurs de la tour, je vous laisse imaginer pourquoi la boîte n'a pas trop pris le virage de l'Internet. Malgré l'absence de cloison, malgré ce mode projet, malgré la dynamique incroyable qu'il y avait sur cette relance de la marque, la culture d'entreprise, c'était le plus dur à changer. Et là, il faut oser. Alors, j'ai fait appel à une artiste qui est venue passer 3 mois dans l'entreprise. Elle s'appelle Anne-Laure Maison. C'est une jeune artiste française. J'aime l'art, tu l'as dit tout à l'heure. Et je lui ai donné carte blanche. Moi, je crois beaucoup à la force de l'expérience collective. C'est ça qui fait qu'on change. Et on a vécu une expérience complètement originale. On avait une artiste au milieu de l'open space qui passait ses journées avec nous à nous observer, à regarder comment on travaillait. Et un jour, on arrive, il y avait toutes les places de parking qu'elle avait taguées avec des noms d'artistes contemporains. Donc les gens sont immédiatement la voir en disant « Est-ce que tu as demandé l'autorisation d'Emery pour taguer les places de parking ?» Ben non. Ben oui, parce que dans une start-up, on ne demande pas l'autorisation, on fait les choses parce qu'elles font du sens. Et puis, une des œuvres qui m'a beaucoup marqué en tant que manager, c'est qu'en nous observant travailler, elle était assez choquée qu'on s'envoie des emails à longueur de journée, alors qu'on est tous à 10-15 mètres les uns des autres. Et elle a eu l'idée assez géniale, dès qu'elle voyait quelqu'un qui faisait l'effort de se lever et d'aller parler à quelqu'un d'autre, de matérialiser ça au sol, en scotchant une bande rose, en reliant les 2 bureaux. Et progressivement, l'entreprise s'est comme ça tissée de toutes ces bandes roses. Alors on voyait Anne-Laure à 4 pattes, on s'est dit « Mais qu'est-ce qu'elle fait ?» Et on a compris que l'importance du lien, l'importance du vrai lien, du vrai échange, c'est ça qui fait que finalement on change nos organisations. C'est la qualité du lien. Et moi, la leçon, c'est que la principale finalement richesse d'une entreprise, c'est cette capacité à créer du lien avec ses collaborateurs, créer du lien avec ses clients, créer du lien avec ses fournisseurs. C'est ça qui, au fond, crée de la résilience et puis surtout permet de faire des choses incroyables. Alors ça nous a mis sur le chemin d'une opération qu'on fait chaque année qui est le Tour du Made in France, où on va à la rencontre de nos fabricants et on visite les usines en invitant des clients et des collaborateurs. On passe des journées incroyables, ça crée un lien incroyablement fort avec nos fournisseurs. Et puis l'après-midi, on fait travailler ensemble des ouvriers, des clients, des collaborateurs pour imaginer les nouveaux produits Camif de demain. Alors tout ça, c'est super, mais quel rapport avec la mission et le sens de la relance? Au fond, il y a eu 2 étapes chez nous. Il y a eu la relance, mais la relance, finalement, elle s'est transformée en un énorme projet de transformation. Et pour accélérer cette transformation, on s'est posé la question en 2013 d'aller chercher d'autres clients que les clients historiques qui étaient plutôt des instituteurs à la retraite et qui, on pouvait imaginer qu'à 65 ans d'âge moyen en 2009, ça ne serait pas forcément l'avenir de l'entreprise. Et donc, il fallait chercher des nouveaux clients. Alors pour ça, on a fait appel à on a cherché des fonds et on n'a d'abord pas trouvé. On a eu tous les fonds d'investissement, on a vu beaucoup de fonds. Je faisais mon aller-retour Niort-Paris, Paris-Niort. J'ai vu à peu près une 50aine de fonds d'investissement qui me disaient tous la même chose. Bravo pour ce que vous avez fait, c'est génial. Mais revenez nous voir quand vous serez rentable. On n'était pas très loin d'être rentable, mais pas encore. J'avais beau leur dire, vous savez, le centre d'appel qu'on a mis à Niort en 2009, parce que ça faisait sens dans le projet, c'était on le met à Madagascar et on est rentable. Ils disaient tous, allez-y, faites-le. Personne n'avait capté la valeur du projet Camif. La triple valeur, la valeur sociale, la valeur environnementale et la valeur économique.
Et on a eu un fonds, heureusement, qui s'est intéressé à nous. La première fois, ils sont venus nous voir à Niort, qui s'appelle Citizen Capital, qui est un des tout premiers fonds d'impact en France, en 2013, dont la thèse d'investissement, c'est que les entreprises les plus rentables, les plus profitables, celles qui auront la meilleure croissance demain, c'est celles qui mettent au cœur de leurs enjeux des enjeux sociaux et environnementaux. Et là, le projet Camif, ça leur parlait. Donc cette rencontre avec Citizen Capital, ça a transformé l'entreprise parce qu'aujourd'hui, 80% de nos clients sont nouveaux. C'est les plus jeunes, ils sont vraiment inscrits dans cette consommation responsable. Ils veulent donner du sens à leur achat, savoir d'où ça vient, comment c'est fabriqué, par qui c'est fabriqué. Et c'est ce qu'ils trouvent sur le site de la Camif puisqu'on est très transparent. Mais la deuxième chose qui a été déterminante dans notre chemin, qui nous a conduit sur le chemin de l'entreprise à mission, c'est la rencontre de chercheurs. Blanche Ségrestin et Armand Hattuel, deux chercheurs de l'école des mines, du labo de l'école des mines, qui avaient, eux, pendant la crise financière de 2008, théorisé sur la société à objet social étendu. Convaincus que l'objet social d'une entreprise ne peut pas se limiter à être une boîte à partager le profit, mais qu'elle a un vrai rôle, qu'elle a une vraie utilité dans la société, et qu'on a un peu oublié tout ça. Alors moi, leurs travaux m'ont pas mal parlé, et donc on a fait un peu le cas d'école de l'école des mines en suivant finalement le modèle d'entreprise qu'ils avaient imaginé. Donc on a commencé à constituer un petit groupe de travail qu'on a appelé la cellulose, la cellule, l'objet social étendu, avec comme première mission, messieurs, dames, qui étaient les parties prenantes de l'entreprise, définissez la raison d'être de Camif. À quoi on sert, pourquoi on existe. Alors on a mis 2 ans et demi pour sortir 2 phrases qui sont constitutives de notre raison d'être. Non pas que nous ne sommes pas très efficaces à la Camif, parce que 2 phrases en 2 ans et demi, ça ne fait pas beaucoup de... Voilà. Mais c'est parce qu'on a adopté une démarche, ce groupe de travail a adopté une démarche très collaborative. Et ça a été très intéressant parce qu'on s'est nourri d'interviews de nos clients, d'actionnaires, de collaborateurs, de fournisseurs, d'acteurs du territoire sur, au fond, finalement, pourquoi on existe, à quoi on sert. Et ça a été très riche. On a, en 2017, inscrit notre raison d'être assortie de 5 objectifs sociaux et environnementaux dans nos statuts. Notre raison d'être, c'est proposer des produits et des services dans la maison au bénéfice de l'homme et de la planète et de mobiliser tout notre écosystème pour imaginer les nouveaux modèles de consommation, de production et d'organisation. Parce qu'on est convaincu qu'on est arrivé au bout d'un modèle et qu'il y a toute une économie à réinventer. Une économie sans doute plus circulaire, plus locale, plus inclusive, et c'est au cœur du projet Camif. Alors cette démarche, elle a pris du temps, et j'insisterai peut-être sur ce point-là. C'est une démarche de transformation, réfléchir au sens du projet, à sa raison d'être, ce n'est pas un exercice facile, et le temps est un élément très déterminant de la qualité de la démarche. L'autre chose qui est très importante, c'est que si on en reste à la raison d'être, ça ne sert à rien. Si on ne qualifie pas la raison d'être en engagement, si on ne raccroche pas la raison d'être en objectifs sociaux, sociétaux, environnementaux dont se dote l'entreprise, qui est liée à son histoire, à sa culture, à ses valeurs, à sa vision, à la vision qu'elle porte de ce qu'elle peut apporter à la société, alors ça ne sert à rien. Ce qui va vraiment mettre en mouvement l'entreprise, c'est cette traduction en objectifs sociaux et environnementaux, et c'est l'inscription dans les statuts. L'inscription dans les statuts, elle est déterminante parce qu'elle permet d'obtenir l'alignement des actionnaires à ce triple projet qui est de soutenir une économie qui est soutenable, qui va avoir un impact positif sur les enjeux sociaux et environnementaux. Alors, vous me direz, est-ce qu'on peut courir 3 lièvres à la fois? Parce que déjà, gérer une entreprise, c'est pas simple. Faire du profit, c'est pas simple. Mais en plus, si on se dote d'objectifs sociaux et environnementaux, on peut dire, là, c'est quasiment mission impossible. Eh bien, oui. Alors, nous, on a mis le pied dans le plat de l'injonction contradictoire apparente entre la poursuite de ces objectifs sociaux, sociétaux, environnementaux et la poursuite du profit dès 2017, 2 semaines après avoir inscrit dans nos statuts la mission de l'entreprise. On a décidé de boycotter le Black Friday et de fermer notre site pour le meilleur jour du e-commerce de l'année. Alors, les actionnaires n'ont pas trop rigolé quand je leur ai dit on va fermer le site parce qu'en fait, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire. Quand on met en objectif numéro 1 d'informer, de sensibiliser sur la consommation responsable, on ne peut pas faire le Black Friday. Donc là, on a pris le contre-pied. Et puis, oui, on a perdu à très court terme beaucoup de chiffre d'affaires, près d'1,5 million d'euros de chiffre d'affaires. C'était le meilleur jour du e-commerce de l'année. Par contre, je peux vous dire aujourd'hui, avec le recul,
que ça s'est avéré extrêmement positif. D'abord parce qu'on voit l'impact que ça a eu sur le débat public. On est passé de « Ok, c'est très bien le Black Friday », tous les journalistes que je contactais en 2017 en disant « On va fermer » ne comprenaient même pas pourquoi il y avait un problème avec le Black Friday. Donc, ok, surconsommer, c'est très bien. Il y a peut-être un autre modèle de consommation plus responsable, plus raisonné, où on va peut-être consommer moins, mais mieux. C'est ça qu'on prône. Et puis l'autre fait positif, c'est que l'année dernière, en pleine crise Covid, Camif a réalisé 44% de croissance. Alors ça, c'est bien, parce que ça veut dire qu'on est en train de détourner beaucoup de consommateurs qui allaient acheter chez Amazon ou autre vers un achat plus responsable, plus local, qui a un impact positif pour les emplois en France, mais aussi pour les enjeux socio-environnementaux. La mission permet d'aller très loin sur le projet de l'entreprise. C'est un véritable levier d'innovation, d'engagement et de performance. C'est un levier d'innovation quand on décide en 2017 de faire de l'économie notre standard. C'est notre 3e objectif de mission. Ça nous oblige à revoir toute notre offre, 40 000 références, pour faire en sorte qu'il y ait davantage de composants issus du recyclage, qu'on pense la fin de vie des produits, qu'on coupe un certain nombre de choses, qu'on renonce à un certain nombre de catégories de produits qui ne sont pas vertueux. Et ça nous met en chemin pour transformer notre métier. C'est ce qu'on est en train de faire. On n'a pas encore complètement fini, mais on est sur ce chemin-là. On est en train de passer d'un métier de distributeur, qui était le métier historique de l'entreprise, à un métier d'éditeur, où on développe nos propres modèles, avec des experts d'économie circulaire, avec des designers, avec des fabricants français. Et ça a beaucoup de vertus, parce que ces modèles, d'abord, ils plaisent, ils attirent des nouveaux clients, mais surtout, ils protègent nos marges. On est dans un secteur, je ne vous fais pas de dessin, mais le e-commerce, il y a un petit libraire américain qui a mal tourné. Et donc, c'est un marché hyper compétitif, hyper concurrentiel. Si on s'en sort dans ce marché-là, c'est parce qu'on justement a des produits exclusifs, originaux, innovants, qui protègent nos marges, qui protègent les marges de nos fabricants et qui créent une valeur sociale et environnementale très positive. On a pu mesurer, c'est notre 2e engagement de mission, que pour un emploi qu'on crée à la Camif à Niort, on en crée 14 en France. Cet effet multiplicateur, c'est une étude de Local Footprint, c'est incroyable parce que plus on crée d'emplois, plus on fait de croissance chez nous, mais plus elle bénéficie finalement à l'impact positif qu'on a mis au cœur du projet. Ce n'est pas quelque chose qu'on a mis à côté, c'est quelque chose qu'on a mis au cœur du projet. On a trouvé tellement génial ce modèle qu'on a décidé de le partager. Alors, en 2018, on crée l'association de la communauté des entreprises à mission, avec quelques pionniers, avec les chercheurs de l'école des mines, en se disant finalement, ce modèle, il est très puissant, parce que c'est un levier d'engagement. Évidemment, ça redonne du sens. Je dis souvent la RSE, ça veut dire redonner du sens à l'entreprise. Ça redonne du sens à l'entreprise. C'est un levier d'attractivité pour la marque employeur. C'est un levier d'innovation. Ça transforme l'entreprise en profondeur et ça crée de la valeur économique, sociale et environnementale. Alors ce modèle, on a créé cette association pour offrir un cadre de partage aux dirigeants qui voulaient rendre leur entreprise plus contributive, continuer à l'enrichir parce qu'on est encore sur quelque chose d'un peu expérimental, et puis le faire connaître. C'est pour ça que je suis là. Faire connaître l'entreprise à mission. Dire que c'est possible, dire que c'est passionnant, dire que ça fait sens, dire que c'est un levier formidable d'engagement. Eh bien, en 2019, on a eu une chance inouïe, c'est qu'il y a eu la loi Pacte, et que la loi Pacte a repris quasiment mot pour mot le modèle développé par ces chercheurs, expérimenté par Camif, en créant dans la loi la société à mission. Qu'est-ce que c'est qu'une société à mission? C'est une société qui met au cœur de son modèle une mission avec un impact positif sur des enjeux sociaux et environnementaux, et qui respecte un certain nombre de guides. Le premier, c'est d'avoir mis à jour ses statuts pour obtenir l'alignement des actionnaires avec une raison d'être et des objectifs sociaux, sociétaux, environnementaux qu'elle se définit elle-même. Donc il y a un grand espace de liberté là. C'est aussi une société qui a fait évoluer sa gouvernance pour intégrer un comité de mission qui va avoir, en plus du conseil d'administration ou du comité de direction, un regard exclusivement tourné sur en quoi l'entreprise met les moyens autour de sa mission et quel objectif, quel résultat elle atteint. Et puis après, dans la loi, il y a également l'organisme tiers indépendant qui va venir auditer tous les 2 ans en quoi l'entreprise est une entreprise à mission. Alors ça a été en 2019. C'est pour nous une grande joie de se dire que le modèle Camif a inspiré jusqu'à l'Assemblée nationale. C'est chouette.
Mais le vrai accélérateur du mouvement qu'on observe, ça a été 2020 avec la crise de la Covid. La crise de la Covid, c'est une chance. On est passé de 70 sociétés à mission en 2020, à peu près à la même époque l'année dernière, à 230, sachant que c'est des démarches qui prennent, pour Camif ça a pris 2 ans et demi, mais pour d'autres c'est un peu plus rapide, 1 an à 2 ans. Il y a énormément aujourd'hui d'autres dirigeants qui sont en chemin et qui commencent à faire ce travail de redéfinir la raison d'être ensemble, ce qui fait qu'il y a ce projet collectif qu'est l'entreprise, comment on peut contribuer, comment on veut changer le monde avec l'entreprise. Pourquoi c'est si important ? C'est si important parce qu'aujourd'hui, alors il y a une étude de Carbone 4 qui est très intéressante qui montre que si tous les citoyens adoptaient les meilleurs éco-gestes, on arrête de prendre l'avion, on ne prend plus la voiture pour les trajets de moins de 3 km, on n'achète plus de BMW, on mange plus de viande, on n'aurait fait que 25% du chemin pour nous maintenir dans la trajectoire des 2 degrés de l'accord de Paris. Ça veut dire que les 75 autres % du chemin sont à faire par les entreprises et les collectivités. Ah ben ça nous met une sacrée pression. Parce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on est la première génération à savoir et à connaître ce lien entre les dérèglements climatiques et nos modes de vie, de production, de faire entreprise au fond. Et on est également la dernière génération à pouvoir agir avant que tout ça nous échappe complètement. Donc il y a un enjeu énorme. Cet enjeu énorme, il n'a pas échappé aux citoyens. Et aujourd'hui, c'est le moment d'y aller. Il y a urgence, non pas parce que... Oui, il y a urgence. Il y a urgence. Et il y a aujourd'hui un alignement et une exigence croissante des citoyens, des consommateurs, nos propres collaborateurs dans les entreprises sur l'engagement de l'entreprise. On a besoin que les entreprises s'engagent. Et en fait, c'est bon pour elles. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et on va être de plus en plus exigeant au point comme notre conviction, c'est que les entreprises qui n'ont pas fait cette transformation de leur modèle, les entreprises qui ne seront pas capables de prouver leur utilité pour la société dans 10 ans, il faudra me réinviter dans 10 ans, elles ne seront plus là. Elles disparaîtront. Parce que les entreprises les plus engagées vont attirer les meilleurs talents. On sait que c'est une bataille. Les entreprises les plus engagées vont avoir un levier d'engagement à l'intérieur de l'entreprise des collaborateurs bien supérieur aux autres. Et ça se traduit en performance économique à un moment donné. Et elles auront plus de fidélité de leurs clients, elles attireront davantage de clients. Donc tout ça se traduit derrière en performance. Alors, ce qu'on constate donc, dans cette vague, c'est nombre de dirigeants qui se lancent dans ce chemin. Il faut dire que cette démarche n'est pas possible sans une prise de conscience du dirigeant. Vous ne pouvez pas donner la clé de l'entreprise à mission à votre responsable RSE, ça ne marche pas. Et peut-être cette prise de conscience, elle a été probablement accélérée par la Covid. Aujourd'hui, on n'a parlé que de ça. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il est temps de passer à l'action. Et la chance qu'on a, c'est qu'on a ce cadre qui est défini au niveau français de la société à mission qui permet vraiment, véritablement, d'offrir un guide à celui qui veut rendre son entreprise plus contributive. L'entreprise est le plus puissant levier de transformation de la société qu'on ait à disposition. Il faut l'activer et il faut l'activer dès aujourd'hui. Alors, les effets positifs, c'est aussi que cette mission, une fois qu'elle est posée, une fois qu'elle est claire, en fait, les premiers à s'en saisir, c'est les collaborateurs eux-mêmes. Donc ça va libérer le management dans l'entreprise. Un des indicateurs de succès de la démarche, c'est quand le truc vous dépasse. Vous avez été à l'initiative de la démarche, vous avez enclenché un groupe de travail collaboratif, puis à un moment donné, une fois que tout ça s'est posé, c'est les collaborateurs eux-mêmes qui sont les mieux placés dans leurs décisions au quotidien pour transformer l'entreprise au regard de la mission. Alors quand on voit des initiatives à l'entreprise qui sont complètement cohérentes, on se dit qu'on a réussi et les choses s'accélèrent. Alors je dis souvent, je vais terminer par ça, que l'entreprise à mission, c'est faire le pari de l'amour. Alors oui, il faut oser parler d'amour, parce que c'est ce qui change le monde. Pourquoi c'est faire le pari de l'amour ? Parce que si on aime le monde dans lequel on vit aujourd'hui, on a une responsabilité, c'est de le préserver, de le rendre encore meilleur, et que l'entreprise ait ce levier pour transformer le monde. Ça a toujours été le cas.
dans la révolution du 19e, du 20e, ça a transformé le monde. Maintenant, il faut transformer le monde pour qu'il soit soutenable. Donc il faut transformer nos entreprises pour changer l'économie. Faire le pari de l'amour, c'est faire le pari qu'on va laisser à nos enfants, dans 25 ans, un monde soutenable, des entreprises qui sont viables. Une entreprise qui est viable, c'est une entreprise qui a pas uniquement de la performance économique, mais qui a une performance globale, une performance sociale, environnementale et positive, et dont le développement va contribuer positivement au bien commun. Pari de l'amour, parce que si vous aimez le monde, que vous aimez votre entreprise, alors vous allez aimer vos collaborateurs, parce que c'est eux qui vont faire cette révolution. Et puis pari de l'amour, parce qu'il est temps d'embrasser ces enjeux sociaux et environnementaux. Alors il y a un autre effet très important dans l'entreprise à mission, dont on n'a peut-être pas parlé beaucoup aujourd'hui, c'est la notion du temps, et notamment celle du temps long. Les transformations ont besoin de temps, et on a besoin de sortir de cette exigence du court terme tout le temps. Alors moi, j'ai changé de lunettes cet été, j'ai adopté des verres progressifs. Donc je vois très bien mon EBITDA à court terme, mais je suis aussi capable de voir mon impact positif pour la société à long terme et ma performance financière à long terme. Et si on ne se redonne pas du temps, on ne réussira pas cette transformation. Donc il y a urgence, et ce n'est pas un paradoxe, il y a urgence à se mettre en chemin, mais à prendre ce temps et à redonner du temps long à l'entreprise. Et la bonne nouvelle, c'est qu'au bout, on arrive à réconcilier profit et impact positif. Il y a une étude de Bank of America qui montre déjà aujourd'hui que les entreprises les plus performantes pendant la crise de la Covid sont également celles qui ont la meilleure performance extra-financière. C'est déjà là aujourd'hui. Donc, voilà, on est tous acteurs, qu'on soit activiste, qu'on soit politique, qu'on soit dans une école, pour diffuser ce nouveau modèle, qu'on soit dirigeant, qu'on soit corporate activiste, pour changer nos entreprises, parce qu'en changeant nos entreprises, on va changer le monde et on en a besoin. Voilà, alors je terminerai par l'ouverture européenne. Au sein de la communauté des entreprises à mission, on a la conviction que ce modèle d'entreprise à mission, qui est une vraie innovation de droit en France, peut devenir ce modèle européen pour développer un capitalisme vraiment responsable qui se différencie probablement des capitalismes américains et chinois. Et donc il y a une opportunité là, avec la présidence française de la communauté européenne, pour, dans les prochains mois, essayer en Europe de faire en sorte que les leaders européens responsables engagés réclament ce nouveau cadre qui structure et qui développe nos entreprises et change le monde. Merci à vous.